Bonjour à tous. Donc, on va parler de harcèlement. Pourquoi on a choisi ce sujet? Parce qu'il y a une recrudescence des enquêtes. On l'observe d'une manière assez générale dans les cabinets plutôt spécialisés sur les risques psychosociaux, mais aussi dans les cabinets d'avocats. Voilà, donc le sujet revient en force. Ça nous paraissait bien de faire un point dessus et avec un double regard, un angle juridique avec le cabinet CMS Francis Lefebvre qui est avec nous, et puis un angle plus psycho du travail, management des organisations. On va essayer d'être très concret sur la manière dont on peut aborder ce sujet de harcèlement qui met évidemment beaucoup de tension dans les organisations. Comme l'a dit Denis, le chat est ouvert, vous pouvez poser vos questions, faire des remarques également, et on ouvrira les micros à la fin. Vont intervenir donc Charlotte Rasque du cabinet CMS Francis Lefebvre Lyon, spécialiste en droit du travail, bien sûr. Moi-même, vous avez ma présentation et qui suis le fondateur de SenseiD, et puis Denis Dehay, que vous avez également à côté de moi, qui est associé du cabinet SenseiD et psychologue du travail de son État et consultant en ressources humaines, c'est un point important. Je laisse la parole à Charlotte pour vous présenter CMS Francis Lefebvre succinctement. Alors, très rapidement, effectivement, je suis avocate au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre Lyon, qui est un cabinet de droit des affaires pluridisciplinaire. Donc, ce qui nous caractérise vraiment, cette pluridisciplinarité, notre travail en synergie sur les différentes matières du droit des affaires, donc que ce soit droit des sociétés, droit fiscal, droit social. Toutes les matières sont représentées et on peut accompagner nos clients sur tous ces aspects-là. Également, une cellule de doctrine vraiment de premier ordre avec un lien très fort des cellules de doctrine dans notre maison mère à Neuilly avec les commissions européennes, les ministères, qui permettent de faire le lien entre les réalités du monde des entreprises et les souhaits et impératifs du monde politique et législatif. Donc ça, c'est vraiment la force au sein du cabinet. Et moi, j'interviens donc en droit social au sein de ce cabinet. Et j'ai une double casquette RH juridique. Donc c'est ce sujet qui me tient particulièrement à cœur aujourd'hui. Quelques mots sur SenseiD. Le cabinet existe depuis 2004. Nous travaillons sur la transformation des organisations, sur ces notions de bien-être et de performance collective. C'est important pour nous, cette dimension collective, à travers 3 expertises, les risques psychosociaux, formation, diagnostic, etc. Enquête, comme on va le voir, qualité de vie et conditions de travail, et transformation des organisations. Nous avons une spécificité qui est d'avoir un comité scientifique qui est à l'origine de nos méthodes, de nos outils, et nous publions des articles également scientifiques. Et pour travailler sur tous ces sujets, nous avons toutes les habilitations nécessaires, que ce soit IPRP, Réseau CARSAT, Amélie, Calliope pour la formation, également au psycho du travail sur le registre des intervenants de santé. Et enfin, nous avons une activité médiation, notamment avec notre affiliation, en tant que médiateur, nous sommes aussi inscrits au CIMA, qui est un centre de médiation. Voilà en quelques mots SenseiD. Pour démarrer le sujet, eh bien, ce qui me paraît assez important, c'est de cadrer le juridique. Tout à fait. Donc la loi met à la charge de l'employeur une obligation de prévention du harcèlement, mais la question c'est comment s'y prendre, comment le reconnaître et comment le prévenir. C'est pour ça qu'il nous semblait d'abord nécessaire, avant d'aborder ces différentes questions, de rappeler le cadre juridique du harcèlement. C'est toujours utile de revenir au texte de base, car souvent on a la tête dans le guidon quand on est face à une situation sensible RH ou managériale, et on ne sait finalement plus trop ou plus trop bien ce qu'on attend de nous, RH, manager, agents de prévention, en matière de harcèlement, et du coup, finalement aussi, qu'est-ce que le harcèlement ? Donc, finalement, toutes les questions que nous allons aborder
aujourd'hui, elle pourrait se résumer à ce slide, parce que ça résulte d'un texte du Code du travail, qui est l'article L4121-1 du Code du travail, et qui impose à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il y a également cette obligation, elle comprend également une obligation de prévention qui est reprise à l'article suivant du Code du travail. Donc, l'obligation pour l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement moral ou sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner, et donc finalement la traduction en matière de harcèlement de l'obligation générale de sécurité de l'employeur. Petit bug technique, c'est bon. Alors, on va reprendre rapidement les grands principes. Donc là, on a vu l'obligation de sécurité de l'employeur, qui est une obligation générale, et c'est déployé dans différents domaines du harcèlement. Et on va les reprendre rapidement pour avoir les choses bien au clair et que vous ayez les notions juridiques. Alors, on l'a vu, on vient de le dire, l'employeur doit protéger la santé tant physique que mentale des travailleurs. Il existe une obligation générale de prévention qui pèse sur l'employeur et qui vise notamment le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Donc il y a cette obligation générale de sécurité, mais c'est également décliné au niveau de ces trois notions. Attention, l'obligation de prévention des risques professionnels est bien distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral. C'est-à-dire que on a cette obligation de prévention des risques professionnels qu'on a vu à l'article L4121-1, mais on a bien évidemment également des textes qui précisent de manière explicite qu'il y a une interdiction, une prohibition des agissements de harcèlement moral et sexuel, avec la définition qu'on verra tout à l'heure, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, etc. Donc c'est bien deux notions différentes qu'il ne faut pas confondre. Le salarié est en droit de demander des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, même si aucun agissement de harcèlement moral ou sexuel n'est établi. C'est-à-dire que ça, il faut avoir en tête que même si il n'y a pas de harcèlement moral qui serait reconnu par les juges, ce n'est pas pour autant que le salarié ne serait pas en droit d'avoir des dommages et intérêts s'il arrivait à démontrer que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité. Donc, vaste programme, mais la bonne nouvelle, il y en a quand même une, c'est que le manquement à l'employeur de son obligation de sécurité ou à l'obligation de prévention du harcèlement moral n'est pas de nature à entraîner la nullité du licenciement. Ce que vous avez peut-être en tête, ça a été reconnu par la Cour de cassation en 2024, vous avez peut-être en tête, et il faut l'avoir parce que les risques ne sont pas les mêmes, en matière de harcèlement, il y a un risque de nullité du licenciement si le licenciement est directement lié au harcèlement. C'est-à-dire, par exemple, on licencie une personne qui a dénoncé un fait de harcèlement. Alors, c'est jamais aussi, rarement aussi clair que ça, mais il peut l'invoquer et ça peut être reconnu, ou le licenciement est reconnu par les juges comme étant directement lié, le licenciement directement lié au harcèlement. Et là, le licenciement peut être entaché de nullité. Alors que si on est simplement, entre guillemets, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, là, le licenciement n'encourt pas la nullité. Il pourrait être reconnu sans cause réelle et sérieuse, mais pas sur la nullité. Et là, on est sur des subtilités, mais pas des moindres, si en termes d'indemnisation, on n'est pas du tout sur les mêmes montants, puisque si on parle de nullité, on encourt directement minimum 6 mois de salaire. Donc voilà, quelques obligations, mais voilà, donc là, on a posé les grands principes. On va quand même rappeler les textes, parce qu'ils ont beaucoup évolué. Maintenant, ils sont alignés avec le pénal. Et quand on est en train de faire une enquête, la finalité, c'est quand même de qualifier à la fin harcèlement moral, pas harcèlement moral. Et c'est là tout l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce que le harcèlement moral d'un point de vue juridique. Parfois, on s'écarte du texte et il faut toujours revenir au texte. Donc, l'article L 1152-1 du Code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Attention, parce que on a souvent la deuxième notion, altérer sa santé physique ou mentale en tête, mais il y a également de compromettre son avenir professionnel, et c'est un peu fourre-tout, et on pourrait dire que l'absence d'évolution ou un souhait de partir en rupture conventionnelle, bah, finalement, c'est de nature à compromettre son avenir professionnel. Donc, il faut faire attention sur cette notion qu'on a parfois tendance à oublier. Sur le harcèlement sexuel, donc une définition distincte, là, le texte du Code du travail nous dit qu'aucun salarié ne doit subir d'effets de harcèlement sexuel. Alors, je vais surtout parler de la première notion. Donc, c'est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés, là encore, qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Il y a également l'assimilation au harcèlement sexuel. Et là, c'est une subtilité, c'est consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. Donc la petite nuance par rapport au harcèlement moral, il peut y avoir en matière de harcèlement sexuel un événement unique. Quand on est du coup sur le deuxième type de harcèlement sexuel, l'assimilation au harcèlement sexuel. Donc là-dessus, pas besoin d'avoir plusieurs faits pour qualifier du harcèlement sexuel. À côté de ces deux notions de harcèlement moral et sexuel, il est important qu'on cite rapidement, parce qu'il ne faut pas les confondre, la notion d'agissement sexiste, qui a été intégrée en 2018 et 2022 dans le Code du travail, et on a maintenant une disposition précise qui nous dit que nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de craigner un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Donc il y a pas mal de reprises et d'échos dans les textes, mais on est sur des notions distinctes et il faut bien avoir les idées au clair là-dessus. Un simple rappel également pour le référent harcèlement sexuel et agissement sexiste. Dans les entreprises d'au moins 250 salariés, on vous rappelle qu'il est nécessaire de désigner un référent chargé d'orienter, d'informer et accompagner les salariés en matière de lutte contre les harcèlements sexuels et les agissements sexistes. Et dans les entreprises, d'une manière générale, il faut désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi les membres du CSE. Donc, qui aura un rôle très important, on le verra dans tout le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Alors, si on va un peu plus loin sur la notion de comportement, après ce cadre juridique essentiel, on peut se dire déjà que le harcèlement moral est une notion récente qui apparaît dans les années 90 avec d'abord un terme plutôt psychoterreur ou mobbing, c'est-à-dire la persécution au travail. Donc, vous voyez, les années 90, c'est plutôt récent. Il faut attendre 2000 pour qu'il y ait une directive européenne qui traite le sujet. Qui dit directive européenne, généralement, il y a conséquence sur le droit ensuite national. Et en 2002 apparaît cette notion de harcèlement dans la loi que l'on a évoquée de 2002. Donc voilà, une notion qui apparaît doucement et petit à petit qui va être complétée pour arriver aux articles que l'on vient d'évoquer. Ce qui veut dire qu'on n'a pas énormément de recul. Et ce recul, il est sur deux volets, il manque sur deux volets. Ce qui nous amène à parler d'une notion plutôt floue. Si on prend la définition générale, ce serait une violence fondée sur des rapports de domination et d'intimidation. Ça rejoint déjà l'aspect juridique que l'on a évoqué. Mais derrière cette notion de harcèlement, il y a beaucoup de comportements inadaptés, ce qui fait que apparaît très souvent l'accusation de harcèlement ou les déclarations de ces agissements, parce qu'il n'y a pas de réel consensus, que ce soit d'un point de vue psycho du travail, sur la notion, et juridiquement, la notion reste quand même relativement floue et difficile à qualifier aussi. Ce qui veut dire qu'on a quand même beaucoup d'alertes sur le sujet, ça explique quand même pas mal le problème.
et qui pose la question de que fait-on de cette notion? Elle est compliquée à aborder, donc comment l'entreprise elle-même peut s'en saisir? Voilà, c'est tout le sujet que l'on va essayer de développer maintenant. En se rappelant quand même que le sujet est vraiment important. Il est vraiment important parce que les enquêtes montrent à travers le temps, 2003, vous voyez, pour l'enquête Sumer, qui est une enquête nationale qui remonte par les médecins du travail auprès d'à peu près 50 000 salariés, donc c'est un gros travail statistique de la DARES. Et vous voyez, on parle de 17% de personnes qui évoquent des comportements hostiles. Et en 2017, on est toujours à peu près sur le même chiffre, puisqu'on est à 15,5% de personnes qui déclarent avoir subi ces agissements. La DARES a une autre enquête qui parle de 20% de femmes qui ont subi des comportements hostiles ou sexistes. Et enfin, une autre étude, Ipsos Quali-Social de 2022, qui vous montre que les chiffres sont toujours aussi forts, mais différents. Hein. Donc, ça montre bien ce côté flou de la notion, et ça montre aussi, et c'est l'enquête Ipsos qui est assez intéressante pour ça, que les managers se posent des questions et que le sujet se pose bien en termes de management de l'organisation, en termes de management même, puisque les managers eux-mêmes s'interrogent sur leurs propres pratiques. Voilà. Donc ça ne simplifie pas beaucoup de choses hein, finalement que de dire ça, au contraire ça complexifie, d'où l'intérêt des démarches que l'on va aborder. Alors ces démarches, deux façons d'agir ou de réagir pour une entreprise. La première c'est évidemment je réagis face à une situation, comment, est-ce que je vais sur des sanctions, comment ça se passe, donc il y a évidemment le cadre juridique là qui intervient fortement. Et puis, je préviens pour éviter ces situations. Donc, c'est de l'information, c'est le fait de travailler sur un fonctionnement d'entreprise vertueux, si je puis dire. Et puis, surtout, si j'ai une situation, comment je fais pour qu'elle ne se répète pas. Voilà les deux questions qui reviennent à l'employé. Donc, voyons comment justement réagir et prévenir. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet quand on parle de harcèlement, l'enquête harcèlement. On va d'abord parler de l'enquête harcèlement, l'enquête circonstanciée, et on va se poser des grandes questions. Déjà, qui déclenche l'enquête et quelle réaction doit être menée? On a mis ces deux points parce qu'il y a deux canaux principaux en matière d'enquête et qui ne sont pas à traiter, au final, in fine, ça sera traité de la même manière, mais il y a deux grands principes. Si une alerte est émise par un membre de la délégation du personnel au CSE, dans le cadre de son devoir d'alerte, là, il n'y a pas de question à se poser. L'employeur a l'obligation de procéder sans délai à une enquête avec un membre de la délégation du personnel. Ça résulte d'un texte du Code du travail, il n'y a pas de débat, on est tenu de mettre en place une enquête paritaire avec un membre du CSE. En revanche, la question peut éventuellement se poser si l'employeur est informé d'une situation de harcèlement par un autre canal. C'est-à-dire que ce n'est pas un membre du CSE qui utilise son droit d'alerte, c'est l'employeur lui-même qui vient avoir connaissance, c'est un salarié qui a fait un signalement. Là, on peut se poser la question. Pourquoi on peut se poser la question? Parce que pendant longtemps, on pensait qu'au titre de son obligation de sécurité, l'employeur était tenu de le mener. On a un arrêt récent qui a fait pas mal de bruit, peut-être que vous l'aviez vu passer en disant excellente nouvelle. La Cour de cassation a dit le 18 juin 2025 que l'employeur n'est pas légalement tenu de procéder à une enquête. Ça a été confirmé par la suite par un arrêt du 14 janvier 2026. Mais attention, là on n'est pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire d'enquête. On a un arrêt qui nous dit, enfin deux maintenant, qui nous disent que ce n'est pas une obligation. Pour autant, c'est très fortement recommandé dans la majorité des cas. C'est simplement dans cet arrêt, les magistrats de la Cour de cassation ont dit si l'employeur, dans un contexte particulier, avait connaissance d'éléments suffisants pour prendre sa décision et du coup n'avait pas besoin de conduire une enquête, il a pu prendre les décisions nécessaires. Donc on a simplement
une position pour nous dire ce n'est pas obligatoire. Maintenant, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas le faire. En tout cas, dans certains cas, on pourrait ne pas être tenu de le faire. Ce qui est déjà bien de le savoir. On n'a pas forcément en tête. Et on avait un doute là-dessus, au titre de l'obligation de sécurité qu'on a abordé tout à l'heure. Donc là, on a vu cette obligation ou pas. Qui déclenche l'enquête? Alors, plusieurs canaux possibles. Ça peut être l'élu, donc l'élu, le membre du CSE, dans le cadre de son droit d'alerte de danger grave et imminent. Ça peut être le référent harcèlement qui a eu connaissance d'une situation et qui va du coup utiliser sa casquette référent harcèlement pour signaler auprès de la direction qu'il y a une situation présumée de harcèlement dans l'entreprise. Ça peut être le salarié lui-même qui fait, lui-même présumé victime qui fait un signalement ou un collègue de travail, et ça peut être l'employeur qui constate lui seul, dans un contexte particulier, qu'il pourrait y avoir du harcèlement, et du coup qui décide de déclencher une enquête. Alors, j'ai une question sur le sujet, donc oui, peut-être pour préciser ce qui vient d'être dit. Si la référente harcèlement au CSE écrit au référent harcèlement employeur afin de porter à sa connaissance un signalement qui lui a été adressé par un salarié, l'enquête est-elle nécessaire? Point d'interrogation. Autrement dit, précise Gauthier, est-ce que le devoir d'alerte du CSE doit obéir à un formalisme particulier? Bah, normalement, c'est toujours la question délicate, parce que si c'est... Moi, j'ai envie de dire, si c'est un membre du CSE qui fait un signalement, ça va être compliqué de ne pas aller sur une enquête. Après, si on se place dans l'enquête suite à un droit d'alerte, oui, il y a un formalisme particulier. Il faut qu'ils s'inscrivent et qu'ils disent il y a un danger grave et imminent en faisant référence, pas forcément au texte, mais en tout cas aux droits du salarié qui sont en cause. Et là, on est vraiment limité par l'article qu'on a vu qui nous dit qu'on doit agir dans un délai bref avec un membre de la délégation. Donc, en gros, il y a quand même deux choses différentes. Si le référent n'utilise pas le mot danger grave et imminent, on est sur un signalement, j'avais envie de dire classique, mais qui émane d'un membre du CSE. Donc, très certainement, on va aller sur une enquête, mais on n'est pas dans le droit d'alerte. Je ne sais pas si c'est clair. C'est des subtilités. Très clair, nous dit. Voilà, bon, voilà. Bon, bah, très bien. Donc là, on est dans la phase amont. On a eu un signalement ou un droit d'alerte. En tout cas, on sait qu'il y a éventuellement une situation de harcèlement qu'on doit traiter. Une des premières choses à faire, c'est la mise en sécurité du salarié qui est la victime potentielle. C'est pas facile de savoir parce qu'à ce stade-là, parfois, on n'a aucun élément qui viendrait corroborer la situation. Mais au titre de notre obligation de sécurité, il y a quand même des mesures à faire. Alors, il y a le plus simple, mais qui parfois est un peu redouté par l'employeur, mais si ça se passe bien avec le médecin du travail, j'ai envie de dire vraiment, pourquoi pas organiser une visite médicale à l'initiative de l'employeur, ça permet quand même de fixer les choses. Pourquoi pas aménager le télétravail je ne sais pas, maintenant les jours de télétravail se réduisent, mais là, dans ce cas-là particulier, on dit, bah, écoutez, dans l'attente de la réalisation de l'enquête et des conclusions de l'enquête, vous pourriez vous mettre en télétravail un peu plus. Généralement, on le proposera et on ne l'imposera pas pour pas que ce soit non plus perçu comme une mesure de représailles et le dire, on écarte et on s'en occupe plus pour un peu éviter le sujet. On peut également réaménager les horaires ou changer d'affectation. Là encore, j'aurais tendance, moi, à privilégier le changement d'affectation du harceleur présumé plutôt que de la victime potentielle. Parce que on a un outil très efficace, mais pour moi, qui doit être utilisé que si on a plusieurs éléments corroborant le harcèlement, on enclenche une procédure disciplinaire et du coup, on va mettre à pied à titre conservatoire la personne qui est mise en cause. Et là, ça va suspendre le délai de prescription qui est de 2 mois. Donc au moins, ça nous laisse le temps
de mettre en place et de réaliser l'enquête. On ne sera pas tenu par nos 2 mois. Pour autant, attention, si jamais à la fin il s'avérait qu'il n'y avait pas de harcèlement, on est tenu de rémunérer le salarié pendant la période de mise à pied. Donc selon la durée que va durer l'enquête, ça peut être un peu délicat. Mais dans les situations où il y a ça sent pas très, enfin c'est un peu délicat, c'est vraiment à utiliser et on l'utilise très régulièrement en cas de signalement. Alors, qui mène l'enquête? Généralement, c'est une enquête paritaire qui est appréciée, mais là encore, pas d'obligation, sauf si on est dans le cadre du droit d'alerte. Du coup, ça va être mené par l'employeur et le CSE, très souvent par une commission paritaire, que ce soit un membre de la direction et un membre de la délégation du personnel. Ça peut être également par un cabinet d'avocats. Alors là, je précise, mais je pense que vous l'avez en tête, nous, on intervient régulièrement et de plus en plus pour réaliser des enquêtes. Pour autant, ce n'est pas nos clients habituels, c'est-à-dire qu'en termes d'impartialité, ça serait très délicat de le faire. Du coup, c'est des missions ponctuelles, pas sur nos clients habituels. Et bien évidemment, il est aussi possible de le faire par les cabinets d'audit spécialisés en RPS, avec une expertise vraiment sur le sujet. Et on verra quel est l'intérêt de faire ça. Pour savoir sur la recevabilité de l'enquête, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. La jurisprudence n'impose pas à l'employeur d'associer les représentants du personnel à la conduite de l'enquête. Vous allez me dire que c'est contradictoire à ce que je viens de vous dire, puisqu'on a dit, généralement, quand il y a une enquête interne, on le fait entre employeur et CSE, une commission paritaire. Oui, c'est très fortement recommandé. Maintenant, la Cour de cassation, dans un arrêt 2022, nous a dit que ce n'était pas obligatoire. Mais très souvent, on va le faire comme ça. Il n'est pas obligatoire de confier l'enquête à des personnes internes à l'entreprise, celles-ci pouvant être réalisées par une entreprise extérieure. Comme on vous l'a dit, c'est possible par un cabinet d'avocats ou par un cabinet spécialiste RPS. Et ça a été reconnu par la Cour de cassation. Donc, aucun doute que ces moyens sont possibles et recevables. Il n'y a également pas d'obligation de garantir l'accès aux dossiers et aux pièces recueillies aux salariés mis en cause, ou même de confronter les salariés. Ça a été reconnu dans un arrêt de 2022. Donc, en fait, petit à petit, la jurisprudence, elle nous donne les règles. Là-dessus, on verra ensuite, il y avait un doute sur l'accès aux dossiers au titre du RGPD. Et on a eu un arrêt récent qui est venu de dire que oui, le salarié pouvait avoir accès à ses données personnelles recueillies dans le cadre de l'enquête. Pour autant, ce n'est pas au titre du RGPD qu'on a un droit automatique à avoir accès à l'ensemble du dossier de l'enquête et à avoir l'intégralité des comptes rendus d'audition ou des choses comme ceci. Et ça, c'est vraiment d'actualité parce qu'on a de plus en plus de salariés qui essayent de contester sur ces points-là. La jurisprudence n'impose pas à l'employeur d'entendre le salarié mis en cause, ça a été reconnu. Alors maintenant, c'est un principe dégagé par la Cour de cassation, mais dans 99,9% des cas, on va vous dire qu'il est mieux d'entendre la personne mise en cause pour recueillir ses obligations. Il n'est pas aussi obligatoire d'entendre la totalité des collaborateurs potentiellement victimes, même si le signalement faisait état d'un harcèlement envers tous les collaborateurs. Parfois, ce serait trop lourd d'entendre tout le monde, donc on peut sélectionner quelques salariés. Ça a été reconnu et c'est important et ça permet de limiter le périmètre de l'enquête. Mais attention, il y a un arrêt récent, qui a fêté sa première bougie, de juin 2025, qui est venu nous dire que pour que l'enquête soit crédible, en revanche, il faut produire l'ensemble des témoignages, des comptes rendus, au besoin anonymisés, mais non tranquilles. Donc, c'est là-dessus, c'est rapide, mais je suis rappelée par le timing. Dans cet arrêt, et c'est important de le savoir, dans cet arrêt, l'employeur avait réalisé 15 auditions, mais remis en justice uniquement 4 comptes rendus, en ayant troqué un bout d'un compte rendu. Donc là, c'est l'enquête
a une valeur probatoire. Pour autant, les juges apprécient souverainement la force de ce pouvoir probatoire. Et dans ce cas particulier, au vu des éléments produits, ils ont considéré que l'enquête n'était pas assez fiable pour le prendre en compte. Ce qui paraît assez logique finalement. Quand on tronque un élément et qu'on transmet que 4, on peut se dire que le reste des comptes rendus était peut-être à charge. Mais là-dessus, voilà. Quel est l'objectif de l'enquête? Eh bien évidemment, c'est de vérifier la réalité des faits dénoncés. Donc on va essayer de recueillir, enfin, on va essayer et on va recueillir les éléments factuels, les témoignages et les documents qui nous permettront de vérifier si les faits sont avérés. On va qualifier juridiquement les faits. Et c'est là où il était important d'avoir en tête les définitions juridiques, parce que la finalité de l'enquête, en tout cas circonstanciée, c'est bien de savoir est-ce qu'il y avait harcèlement moral ou sexuel, ou est-ce que c'est des agissements sexistes où il n'y a pas de harcèlement. Et là, parfois, on est vraiment dans des cas, même nous, juristes, avocats, où on a du mal à qualifier juridiquement. Il faut vraiment un travail de fond et d'analyse pour y arriver. Cette enquête va nous permettre de prendre les mesures adaptées en prenant les sanctions disciplinaires nécessaires et toute cette enquête est conduite et menée avec 3 grands principes directeurs de loyauté, confidentialité et impartialité. Sur les personnes entendues, on en a un peu parlé, donc je vais aller vite. Bien sûr, la victime présumée, c'est le point de départ de notre enquête généralement, qui va nous exposer les faits, la chronologie et le contexte. On la reçoit dans un cadre confidentiel et bienveillant, bien évidemment. La personne mise en cause, même si on a vu tout à l'heure que ce n'était pas une obligation, ça semble très très fortement recommandé. Du coup, on va l'informer des faits qui lui sont reprochés et on va recueillir ses observations. Et ensuite, on va auditionner les témoins, collègues, managers, comme en direct, indirect, et on va voir si du coup, il y a une corroboration ou une infirmation des déclarations. Attention, là-dessus, on n'a pas de règles dégagées en fait, le Code du travail n'impose pas un cadre aujourd'hui à l'enquête. Pour autant, il se dégage de la jurisprudence des grands principes et chaque compte-rendu d'enquête doit être établi. Attention à la confidentialité des échanges et aucune rétorsion envers les témoins. C'est généralement mieux. Sur le contenu du rapport d'enquête. Ce qu'il est recommandé de faire, c'est de formaliser le contexte et l'origine de la saisine, la méthodologie avec quel a été le calendrier, quelles ont été les personnes entendues et pourquoi, les documents remis. On va aussi mettre la synthèse des auditions et des éléments recueillis et on va ensuite analyser on va analyser la situation au regard des définitions que nous avons vues précédemment. Attention, on a souvent le cas, le rapport d'enquête est un document très fortement confidentiel. C'est-à-dire que sa diffusion, elle doit être limitée à la direction, au RH et au conseil, avocat, cabinet extérieur. Mais même aux membres du CSE, j'ai envie de dire, on ne remet pas le rapport d'enquête complet. On remet la conclusion, mais pas le rapport d'enquête qui comprend énormément d'éléments confidentiels par nature. Une question à ce sujet avant qu'on passe, puisqu'il y a le sujet de la valeur juridique, une question de Géraldine qui demande si ce n'est plus la justice seule qui doit qualifier ces mêmes faits. Comme ça revient sur le volet juridique, je me retourne vers toi, Charlotte. La justice, en fait, c'est d'ailleurs très surprenant. L'employeur est amené à qualifier juridiquement des faits. Donc, la justice, elle conservera toujours son appréciation souveraine pour qualifier ou non. En se basant sur l'enquête ou pas, ça va être un moyen de preuve. Mais pour autant, en tant qu'employeur, il faut bien qu'à un moment donné, sans attendre une décision de justice qui interviendra dans 4-5 ans s'il y a un appel, on décide si oui ou non il y a du harcèlement. Donc, effectivement, en tant qu'employeur, on est amené à qualifier juridiquement une situation, et ce qui est extrêmement difficile, et c'est pour ça que très souvent, il faut se faire accompagner. Et je ne vous cache pas que même nous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a parfois du mal à le qualifier, parce que c'est très subtil, et parfois on est plus sur un comportement inadapté que véritablement du harcèlement, parce que ça ne remplit pas la qualification juridique de harcèlement moral ou sexuel.
ce qui répond à la question de Spatapora, si j'espère bien prononcer, qui a posé comme question s'il était opportun de rester sur le terrain de comportement inapproprié pour éviter la contestation de la qualification juridique et ainsi éviter l'intégralité de la motivation et de la mesure disciplinaire licenciement prise qui tombe. Oui, j'ai un peu compris la logique et c'est assez naturel d'avoir une tendance quand on fait une enquête interne. Si on peut éviter de qualifier le harcèlement, vu qu'on sait que le harcèlement, il y aura plusieurs conséquences pour le salarié. Donc, on va avoir une proportion à vouloir qualifier les faits de comportement inadapté plutôt que de qualifier du harcèlement. Pour autant, si les faits sont édifiants et remplissent tous les critères du harcèlement, ça va être quand même compliqué de ne pas le qualifier et ça sera sanctionné par le juge en disant mais en fait vous aviez tous les éléments caractérisant un harcèlement et vous ne l'avez pas reconnu et du coup c'est bien gentil ce mot fourre-tout du comportement inadapté mais ça ne correspond pas à la situation d'espèce. Et on a une autre question, au moins sur l'exemple, alors vous êtes nombreux à les poser, je vois que le sujet intéresse beaucoup, au moins sur la distinction entre comportement inadapté et harcèlement, puisqu'effectivement dans la précision qui est faite... Et ben, c'est un peu ce que j'ai dit, le comportement inadapté, désolé du terme, mais c'est un peu un concept fourre-tout, on pourrait tout y mettre ou presque tout. Mais un comportement inadapté, s'il est répété, s'il il est de nature susceptible de compromettre la santé physique ou mentale d'un salarié, c'est du harcèlement. Donc finalement, la nuance, elle est hyper délicate et tout dépendra du contexte. Mais un comportement inadapté peut être du harcèlement. Merci. D'ailleurs, c'est pour ça que le contexte est si important et que maintenant, on va partir sur cette dimension avec Denis qui va évoquer un peu plus. Effectivement, pour compléter ce que disait Charlotte à l'instant, donc l'enquête circonstanciée qui permet de pouvoir qualifier les faits, on l'a vu, c'est extrêmement compliqué, auquel on peut aussi adjoindre une enquête psychosociale lors de situations, parce qu'une situation de harcèlement reste une situation qui est complexe, alors au point de vue juridique bien entendu, mais au point de vue social, au point de vue humain, et ça fait intervenir beaucoup de mécanismes psychosociaux qui vont interroger le contexte surtout, donc l'organisation elle-même, son histoire, les modes de fonctionnement, l'institution, les pratiques culturelles, les pratiques relationnelles. Alors la culture organisationnelle pris au sens large, mais aussi parfois la culture tout court. On n'a pas les mêmes utilisations des mots et comportements dépendamment de notre histoire personnelle, de notre culture. C'est des choses qui vont beaucoup interagir et qui vont se mêler aussi à des dimensions liées aux ressources humaines, à la gestion des ressources humaines, aux procédures établies, aux procédures normalisées, aux procédures qui se font pas. On sait par exemple qu'une gestion RH à l'américaine ne se fait pas tout à fait pareil qu'à la française, si je puis dire, ou à la japonaise. Ça joue beaucoup finalement dans les attendus implicites et explicites qu'on va avoir. Ça va jouer aussi sur la qualité des relations. Forcément, lorsqu'on ne se comprend pas, lorsqu'on ne parle pas la même langue, on peut alimenter des tensions, des conflits. Et puis, prendre en compte aussi, au-delà des comportements inadaptés caractérisés, au-delà de... j'allais dire qu'on a souvent ce stéréotype du harceleur comme étant celui qui se couche le soir en s'endormant en pensant à ce qu'il va faire de ses pauvres victimes le lendemain matin. C'est pas du tout comme ça que ça se passe en fait. Et d'un mot, pour vous exemplifier le propos, on a trois grandes expériences, trois grands effets sur ces mécanismes psychosociaux autour de l'expérience de Milgram et l'expérience de Stanford en particulier. Il y a beaucoup d'émissions qui ont été tournées dans ce cadre-là, qui sont disponibles en open source, donc n'hésitez pas à les taper sur YouTube par exemple. Et ces deux expériences-là, en fait, montrent à quel point la façon de structurer un rôle, si je vous attribue un rôle, vous allez réagir d'une certaine manière. L'expérience de Stanford a montré, par exemple, donc on rejouait les conditions carcérales et on jouait la distribution des rôles au hasard entre prisonniers et geôliers. Et en fait, on aurait pu être, si la pièce était tombée de l'autre côté, tout à fait le rôle en face. Et on s'est aperçu, l'expérience a assez mal tourné, elle a duré moins de temps que prévu, puisque les geôliers
tirés au sort, encore une fois, je le rappelle, ont pris très à cœur leur rôle de geôlier avec des comportements d'humiliation, de molestement physique et autres. Et puis, les prisonniers ont pris à cœur aussi, malgré tout, leur rôle de prisonnier en acceptant ces pratiques régulières. Donc, dépendamment de tout ce système organisationnel, on va pouvoir être mis dans une position ou dans une autre. Et puis, l'expérience de Milgram a montré, pour l'autre expérience, c'est une même conclusion ou des conclusions assez proches, que certains qui étaient sommés d'appliquer des décisions de la part d'une autorité descendante, donc décision qui consistait à administrer des chocs électriques à leurs congénères, malgré leur refus au départ de le faire, se sont malgré tout acquittés de le faire avec une grande souffrance morale à l'arrivée. Dans les expériences filmées qui ont pu être faites, vous voyez que les personnes ne sont pas bien, qu'elles peuvent pleurer, mais qu'elles finissent quand même par être autrices de comportements qu'elles réprouvent elles-mêmes. Donc c'est pas si simple en fait d'avoir cette personne qui prend plaisir à malmener quelqu'un d'autre. Et on a vu, les managers se questionnent aussi beaucoup sur ces pratiques-là. L'intérêt d'avoir ces enquêtes psychosociales est aussi de prendre du recul et de constater ces éléments contextuels qui ont fait que la situation, les agissements ont pu être rendus possibles, voire parfois encouragés. Alors, il ne s'agit pas forcément de déculpabiliser les personnes, on a une responsabilité individuelle, mais de mieux comprendre qu'est-ce qui a fait que dans la situation, on a pu contribuer à cette ambiance particulière. Et concernant les violences sexistes, les agissements sexistes et harcèlement sexuel, un autre mot sur l'effet du témoin, ça nous rappelle aussi l'importance de la sensibilisation et de la préparation mentale, j'allais dire, des salariés à ce type de situation, puisque l'effet du témoin ou l'effet Kitty Genovese, c'est une personne qui a été agressée à la fois physiquement et sexuellement à New York dans les années 70 et qui avait plusieurs personnes autour d'elle. Elle a cherché à avoir de l'aide pour se tirer de cette situation. Malheureusement, elle est décédée. Et en fait, les études qui ont repris ce contexte-là ont montré que les personnes n'étaient pas forcément sûres, se disaient je ne vais peut-être pas forcément intervenir. On a aussi le phénomène dans le métro, parfois où vous voyez ce type de comportement, etc. Et où on se dit qui va agir? On se regarde tous un petit peu en chien de faïence et finalement, plus il y a de témoins, plus la victime risque effectivement une agression. De façon assez paradoxale, l'idée derrière ces enquêtes psychosociales est donc de comprendre quels sont les éléments contextuels qui ont pu arriver, que ce soit pour du harcèlement moral et ou sexuel, à l'émergence et à la continuité de ce type de comportement et surtout comment pouvoir briser ce cercle vicieux. L'objectif du coup de l'enquête psychosociale, c'est de pouvoir d'une part donner un signal positif d'écoute auprès des personnes qui en sont victimes ou témoins, de comprendre, je le disais tout à l'heure, les causes racines des dysfonctionnements et identifier des mesures durables, des solutions durables pour éviter que ça se reproduise. Puisque on peut changer les personnes si on ne change pas le système aux mêmes causes, les mêmes effets, et on se retrouve avec les mêmes problématiques. Et donc, on reproduit des sanctions disciplinaires. Encore une fois, il faut le faire, mais changer la façon de fonctionner, le mindset étant généralement plus efficace. Au niveau des méthodes, on a différents outils, alors bien entendu à travers des entretiens, mais aussi des outils psychométriques qui sont établis et qui permettent de pouvoir qualifier, nous alerter sur un certain nombre de comportements, en même temps qu'une analyse plus large auprès d'acteurs ressources, je pense au RH, au médecin du travail notamment. On travaille en collaboration bien entendu avec les cabinets d'avocats lorsque nous sommes amenés, nos chemins sont amenés à se croiser sur les terrains d'intervention, et puis d'établir un rapport justement sur les facteurs de risque et les mesures de prévention. Là, on rejoint finalement les obligations de prévention de l'article 41-21 que nous évoquions tout à l'heure. D'un point de vue pragmatique, cette enquête psychosociale n'est pas totalement différenciée de l'enquête circonstanciée, puisqu'on va avoir les mêmes personnes, donc ce sont les mêmes entretiens, mais la matière recueillie, les témoignages recueillis, vont à la fois nourrir l'aspect circonstancié, savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on qualifie comme fait, et puis aussi aller sur l'analyse systémique des comportements, d'où viennent-ils, comment ça se passe. Souvent, on peut avoir des salariés qui ont 15 ans d'expérience et du jour au lendemain, ils deviennent harceleurs.
ce ne sont pas des mauvaises personnes, a priori. Et pendant 15 ans, on n'a pas accepté forcément un comportement déviant. Donc, voilà, le contexte qui a amené ces comportements est important. Donc, on parle des mêmes entretiens, mais on va avoir une analyse un peu différente, complémentaire, avec aussi des outils, comme le disait Denis, hein, qui est un questionnaire qui va qualifier les comportements. Hein. Ce questionnaire est très intéressant parce qu'il va à la fois nourrir l'analyse qualifiante des faits et nourrir l'aspect systémique. Donc on est sur, j'allais dire, une même enquête de départ, d'où l'intérêt de travailler ensemble avec le côté juridique. Donc on va travailler ensemble à la qualification et à cette dynamique psychosociale qui interroge l'organisation et le système dans lequel agit le collaborateur, autrement dit sa situation de travail. Au niveau des enquêtes, pour préciser enfin, et ça rejoint l'idée de comprendre, de prendre du recul sur les facteurs contextuels, il y a des modèles qui ont émergé ces derniers temps, en particulier le modèle de Favaro, qui est issu de la note scientifique 320 de l'INRS, qui est un acteur référence dans le domaine de la prévention, et qui, alors là, ici on a un extrait adapté de ce modèle qui montre bien qu'en fait, une situation de harcèlement sexuel ou moral, elle s'inscrit déjà dans des déterminants contextuels externes, internes, dans lesquels il faut aller chercher, fouiller. C'est dans ces situations-là, on a des interactions négatives qui vont générer des interstices d'instabilité des règles sur lesquels on va pouvoir introduire ou alimenter des dérives de fonctionnement, des ajustements, parfois de façon inconsciente, parfois de façon involontaire, qui vont forcément jouer derrière sur la qualité des relations de travail. Et sur une durée suffisamment longue, cette inertie, ces mouvements entre dérives de fonctionnement, mouvements d'attaque-défense et aussi isolement parfois des personnes qui en sont gênées, vont générer du mal-être au travail, ou en tout cas un vécu teinté de manière particulière. Et c'est à cet endroit-là, bien souvent, qu'apparaissent les alertes. Donc on a un champ aveugle lorsqu'on a le lancement de ce type d'alerte, quelle qu'elle soit, hein, par les différents biais qu'on a évoqués, qui finalement on se dit qu'on a déjà agi trop tard, et derrière ça joue sur la qualité des interactions, alors aussi bien en interne, au sein d'une équipe par exemple, mais aussi auprès des bénéficiaires. Si je prends un petit pas de côté pour citer l'exemple d'Orpea qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques années, en fait ce sont des éléments systémiques qui ont permis des dérives de fonctionnement, des dérives comportementales à l'endroit des usagers des EHPAD. De la même manière, ça peut aussi se jouer dans la qualité des relations entre managers par exemple, entre pairs, enfin, tout un tas d'interactions qui interviennent dans le milieu du travail. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que l'alerte, bien souvent, vous voyez, arrive au bout du système, au moment du vécu au travail, lorsque les personnes finissent par dire là, j'alerte que je suis victime de, etc. Et donc, on voit bien que c'est bien tout un mécanisme qui a fini par mettre en place ces situations compliquées. D'où l'intérêt de les analyser et de les comprendre. Après l'enquête, Benjamin? Après l'enquête, que se passe-t-il? Après l'enquête, il y a forcément une réponse managériale. Et puis, on va venir après à vos questions, on va se garder du temps. Donc, succinctement, une réponse du management, donc de la direction. Il est important que ce soit la direction qui se saisisse de toute manière du sujet pour montrer qu'il est central et que l'entreprise ou l'association n'admet pas ces comportements. Il faut vraiment entrer dans cette logique-là. Et que la démarche a pour vocation de mettre en sécurité les personnes et l'organisation elle-même, la structure. Il faut évidemment accompagner les personnes. Ça peut être victime, ça peut être l'auteur présumé également, qui peut être même mis en difficulté psychologique parce que accusé. Des sanctions disciplinaires, c'est évident, c'est pas parce qu'on est... En fait, tout ce qu'on vous raconte n'a pas vocation à excuser un geste déviant, un comportement inadapté, même si l'organisation a poussé a mis la pression au manager pour qu'on dise aux collaborateurs que ça ne va pas et qu'on lui redise tout rapidement et qu'on augmente les objectifs, etc. Même s'il y aurait cette pression institutionnelle,
le manager n'a pas à avoir un comportement inadapté dans ses propos, par exemple, de l'agressivité ou autre. Hein. Donc, cet aspect-là est toujours à prendre en compte. Réparer le collectif. Donc là, il peut y avoir une notion de médiation collective ou interpersonnelle. Régler les dysfonctionnements, bien entendu, comme on l'a vu. Et puis ces enquêtes peuvent être l'occasion de montrer qu'il y a effectivement des difficultés profondes et qu'une approche plus complète d'analyse de la situation, donc de l'ensemble de la structure ou d'un périmètre plus large, peut être opportun. En termes de médiation, on en parlait avec Charlotte, il peut être intéressant d'avoir des médiations en amont des processus. Hein, mais on reviendra peut-être dessus en conclusion. On va faire tout de suite. Tout à fait. Denis, tu veux? Oui, oui, je le fais de quelques mots parce que ça répond aussi à quelques interrogations qu'il y a sur le fil de la conversation. Ce sont des approches, je pense, référence faite ici aux personnes qui posent la question de la temporalité des enquêtes, que ce soit en interne, que ce soit avec le cabinet d'avocats ou l'enquête psychosociale. Ce sont d'abord et avant tout des approches complémentaires. Il ne s'agit pas de se dire qui fait le plus, qui fait le moins, lequel est le plus utile, lequel est le moins utile. On vise juste des objectifs différents. Au niveau de la temporalité, ça doit se faire aussi en concertation avec les personnes et compte tenu de la situation. Bien entendu, si on a des faits caractérisés, c'est ce que disait Charlotte tout à l'heure, sur des mises en danger potentielles des personnes impliquées, il faut pouvoir réagir tout de suite, pouvoir qualifier les faits de façon rapide, efficace, parce que la mise en sécurité prime au titre de l'article 41-21-1. Tu m'arrêtes si je me trompe, Charlotte. Derrière, en revanche, si on va jouer sur une temporalité plus longue, l'idée d'une analyse systémique, donc l'analyse psychosociale, elle permet, au-delà de la qualification des faits, de pouvoir identifier des causes racines et pour pouvoir définir des solutions durables. Donc la temporalité, elle ne doit pas se faire 3 mois après, bien entendu, elle doit se faire dans un temps resserré pour rester dans une actualité commune et ne pas altérer, ou en tout cas avoir des résultats qui soient différents. Mais l'idée étant de le faire plus intelligemment en concertation avec les porteurs de la démarche et selon aussi les disponibilités des personnes impliquées, témoins, victimes ou, comment dirais-je, fonctions annexes qui ont pu contribuer à la situation de près ou de loin. L'idée donc, c'est de pouvoir se dire, lorsqu'on a une situation de harcèlement au travail qui bloque, de toute façon ça bloque, ça fige une situation de travail, il y a cette analyse des faits pour pouvoir comprendre matériellement les faits. Et puis il y a aussi une orientation à plus long terme qui nous permet de dépasser ce problème-là et surtout de réparer ce qui doit être réparé, les personnes, les collectifs, et de pouvoir avancer de façon pérenne. Question intéressante que je laisserai juste sur la qualité d'échange qui vient d'arriver. En conclusion, la meilleure des situations, bien entendu, de harcèlement, c'est une situation en tension qui est identifiée et solutionnée avant l'alerte. Donc, ça doit passer par l'écoute de signes faibles des réseaux d'acteurs, donc notamment le CSE, mais pas que. Hein. On a aussi le salarié qui est premier acteur de sa santé, qui doit pouvoir alerter. Ça, c'est 4122, -1 du Code du travail. Et puis rester dans un conflit positif, constructif, et qui permette d'établir des mesures de prévention efficaces. Dit autrement, de libérer la parole et de construire une sécurité psychologique au sein de l'organisation. Voilà pour mon mot de conclusion. Je vous laisse peut-être le compléter. Écoute, moi, juste peut-être, Charlotte, tu veux rajouter quelque chose sur la conclusion? Ok. Moi, juste une chose, parce que je sors d'un cas concret tout récent où justement, on était dans une situation qui était tendue avec un incident et un courrier auprès de la direction d'un salarié disant qu'il est victime d'agissements sexistes répétés, ne peut plus venir au travail, grand mal-être, grosse difficulté. Et là, la direction se dit, évidemment, il faut faire quelque chose, mais quoi faire? Et puis, à l'issue de l'arrêt de travail, la personne revient assez vite et montre qu'elle veut rester dans l'entreprise et qu'elle veut rester à son poste. Donc,
Il n'y a pas de rupture. Et là, il est intéressant, et c'est ce qui s'est passé, de mettre en place une médiation, c'est-à-dire rouvrir le dialogue, rendre possible la discussion impossible, de manière à ce que cette situation trouve une solution dans le fonctionnement entre les personnes et par rapport à l'organisation et au travail. Parce que la difficulté était très liée, évidemment, au travail lui-même. Voilà, donc, très en amont, ça peut être intéressant de désamorcer très vite une situation avant qu'elle devienne une alerte CSE, avant qu'elle devienne, parce que là, il y a la problématique de l'enquête qui va être déclenchée de fait, et avant que le salarié soit en rupture complète avec son employeur, parce que trop dans le mal-être, là, la médiation devient souvent impossible. Voilà, donc c'était un point qui me paraissait important de rappeler. Et on peut peut-être passer aux remarques et aux questions. Oui, j'en ai quelques-unes, notamment que se passe-t-il, une question de Catherine, que se passe-t-il si l'enquête révèle de fausses accusations? Là, je pense que c'est plutôt sur la partie de Charlotte. Juridique. Pour le coup, si c'est corroboré que ce sont des fausses accusations, on peut sanctionner sur ce fondement-là. Il y a la question de l'anonymat, il me semble, qui est pas mal sortie. Est-ce que les rapports doivent être anonymes? Quelle est la dimension de l'anonymat? Alors, encore une fois, on n'a pas de règles définies par le Code du travail, puisqu'il n'y a rien qui... Le Code du travail ne fixe pas le cadre de l'enquête. Pour autant, quand on fait une analyse de la jurisprudence, les juges mettent en avant ce caractère confidentiel, et c'est plus la pratique qui nous montre ce qu'on doit faire ou pas. Ça dépend un peu du contexte de l'enquête, mais dans le rapport, dans la mesure du possible, on va essayer de ne pas citer le nom des personnes. On va surtout pas mettre le verbatim précis avec le nom des personnes à côté. Pour autant, on peut l'anonymiser et on doit le faire. Et dans la conclusion de l'enquête, il ne faut pas qu'il y ait de noms qui ressortent. Maintenant, dans le rapport d'enquête, à des moments, il y aura des noms qui vont apparaître parce qu'on devra dire qui on a entendu, et sans pour autant qu'on puisse raccrocher ce qui a été dit par qui, en fait. Je peux peut-être compléter en donnant un exemple précis. Lorsqu'on veut qualifier un harcèlement, on va essayer de savoir s'il y a eu des comportements répétés en termes d'agissement dans la communication, s'il y a eu des comportements dans le travail qui ont gêné la personne, qui l'ont empêché de réaliser son travail. Donc il y a des choses très factuelles que l'on va chercher dans le circonstancié. Et là, très concrètement, la façon de faire, ça peut être de dire qu'il y a X témoins qui ont relaté des mots particulièrement insultants, par exemple, envers la personne X, sachant que la personne X serait la victime présumée. Donc, on ne va pas dire qui a dit quoi, mais on va pouvoir dire, oui, l'ensemble des témoignages permettent de dire qu'il y a des comportements tel type de comportement qui affecte la relation, qui affecte la communication, qui affecte le travail de la personne. Voilà. Il y a tous ces éléments qui sont relatés d'une manière collective. Les noms qui ressortent, ce sont les deux personnes généralement, c'est-à-dire la victime, est-ce qu'elle est réellement victime, et l'agresseur, entre guillemets, le harceleur, est-ce qu'il est réellement harceleur dans ses comportements. Voilà, on est à peu près à ce niveau-là en termes de confidentialité. Et si ce n'est pas la totalité, c'est dire 4 salariés sur les 12 interrogés ont relaté avoir été témoins de... Et donc on dit pas... on essaye de voir la proportion de témoins, mais on ne cite pas les personnes. Une autre question, faut-il communiquer à la personne mise en cause l'entièreté et le détail des faits signalés? À la personne mise en cause? Oui. Pour le coup, oui, pour pouvoir recevoir ces observations, alors pas forcément à l'écrit, mais ça sera tout l'intérêt de l'audition et de présenter ce qui lui est reproché. Et là-dessus, il n'y a pas de raison de limiter. Mais en revanche, nous, généralement, on ne fait pas de courrier pour informer, c'est plus dans le cadre de l'audition que ça va être présenté.
Alors, il faut peut-être se dire une chose, c'est que la qualification, comme l'a dit Charlotte, est extrêmement compliquée, dans le sens où la conclusion, dire oui, non, harcèlement, est complexe. Et en discutant avec d'autres cabinets, que ce soit des cabinets sur des risques psychosociaux ou juridiques, on a le sentiment, alors c'est très empirique, mais on a quand même le sentiment que la plupart des enquêtes aboutissent à des conclusions de non-harcèlement flagrant. Je veux dire avéré, vraiment flagrant. Donc on est sur une espèce d'entre-deux où il y a des éléments, parce qu'il y a des conséquences sur la santé de la victime, parce qu'il y a quand même des comportements qui ont généré un impact sur la personne, parce que les conditions de travail de la victime, entre guillemets, là aussi peuvent être touchées, peuvent être affectées. Mais cependant, il est rare d'avoir vraiment un consensus sur ces comportements qui amène vraiment à un avis tranché. Et c'est là qu'intervient justement toute cette dimension psychosociale pour essayer d'expliquer justement les comportements, ce qui a amené ces comportements, et nourrir, éclairer d'une manière plus large et plus complète les comportements eux-mêmes, le circonstancié. Voilà ce qu'on peut dire. Là, c'est même quand je parlais de réparer. Alors, je fais un pas de côté sur l'actualité. Vous allez tous voir à quoi je fais référence. On a beaucoup vu tourner des réflexions autour de tout le monde savait, personne n'a rien fait. Mais il se joue aussi le poids de la culpabilité pour certains, de se dire mais oui, c'est vrai, pourquoi j'ai rien fait. Et l'enquête psychosociale permet aussi ça, essayer à travers la déconstruction des mécanismes, prendre conscience qu'on a été dans cette logique-là, au-delà des faits eux-mêmes, et de pouvoir s'expliquer à soi-même parfois ses propres réactions. Et dans le harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel, il ne sont pas rares les cas où on a des personnes qui éprouvent cette culpabilité, soit tout du long, soit une fois que l'enquête est arrivée. Donc prendre soin aussi de ça, au-delà de la qualification des faits, est un élément important. Je voulais préciser par rapport à ce que disait Benjamin. Et puis, je voulais reboucler sur une question, puisque nous avons aussi la question qui revient souvent. Dans quel ordre conseillez-vous de procéder aux auditions? Salariés présumés, victimes, témoins, salariés auteurs ou autres? Conseillez-vous de réentendre certains salariés en fin d'enquête ou non? Je te laisse la parole, Charlotte. Oui, alors là, on a une grande tendance, ce serait, moi, mais je sais pas, on peut justement en parler, j'ai pas de règle établie, ce serait de recevoir en premier lieu la personne qui s'estime victime, le salarié, la victime potentielle, présumée, pour savoir de quoi on parle. Et souvent, suite à ça, on va lui dire de remettre par écrit ce qu'elle a présenté et d'apporter les éléments qui corroboraient ces dires. Par exemple, en disant apportez-nous tous les mails, capture d'écran, de messages. Et du coup, on a quand même déjà un bon cadre pour savoir de quoi on va parler. Parce que du coup, il va falloir qu'on oriente les questions auprès des témoins potentiels en fonction de ce qui a été dit et de ce qui est finalement présenté par la victime présumée. Ensuite, alors ça dépend, hein. On peut... Ouais, et après, on reçoit souvent les témoins et on boucle par l'auteur présumé. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de lui laisser la possibilité de dire est-ce qu'il y a des personnes que vous aimeriez qu'on auditionne parce que justement elle a pu voir certaines choses que celles que vous avez entendues, qu'on a entendues jusque-là n'ont pas été, et auquel cas soit on élargit à ces personnes-là les auditions, soit on les a déjà reçues et ça tombe bien, ou sinon on reçoit, enfin je sais pas, la personne, le salarié victime potentiel et ensuite l'auteur présumé et les témoins. Mais souvent ça va un peu dépendre du contexte, mais généralement, en tout cas, ce qui ne change pas, c'est plutôt la victime présumée en premier et quelques témoins, l'auteur présumé et des témoins pour qu'un peu on puisse réorienter quand même les questions en cours de route en fonction des éléments recueillis. Ce qui est vraiment important, c'est le choix des témoins.
C'est qui on va entendre. Et comme le disait tout à l'heure Charlotte sur son slide, hein, il faut qu'il y ait un certain équilibre. D'abord des personnes qui sont en relation indirecte avec les personnes incriminées, et puis avoir un relatif équilibre entre ceux qui seraient plutôt proches de l'un ou plutôt proches de l'autre dans le travail, j'entends. Je ne parle pas d'amitié. Voilà, il faut penser à tous ces aspects. Et c'est vrai que c'est une enquête, ça se construit en discutant avec les ressources humaines et puis au fur et à mesure qu'elles se déroulent aussi parfois. Hein. On se repose toujours ces questions-là en fait. Alors c'est très bien d'avoir des procédures qui fixent plus ou moins des règles, commissions paritaires, mais tout ça, c'est des questions qu'on se repose à chaque fois en fonction du contexte. Il y a une question, si la victime n'a pas d'éléments matériels, est-ce qu'on peut tout à fait qualifier? Oui, on va qualifier sur des comportements. Bien entendu, sur des témoignages. Si c'est corroboré par des témoins. Si on n'a aucun élément corroborant ça, justement, parfois, nous, on a été amenés à dire on n'a pas d'éléments qui nous permettent de caractériser le harcèlement. C'est-à-dire que peut-être qu'il y en avait, mais aujourd'hui, on n'arrive pas à le qualifier parce qu'on n'a pas les éléments suffisants. Et si c'est uniquement sur les paroles de la victime présumée, on n'y arrivera pas. Non, là c'est compliqué, il faut des témoins. C'est pour ça que, oui, pas forcément des choses matérielles, mais des témoins. Des témoins, oui. Bien sûr. Et sans témoins, c'est effectivement très compliqué. Alors, possible de qualifier juridiquement, je vais au moins compléter, non. En revanche, ce qui peut être intéressant aussi, et c'est toujours pour cette approche complémentaire qu'on évoquait, on peut aussi repérer si ce type de situation s'est toujours joué dans des mêmes espaces. On pense par exemple à des procédures RH, alors, pas forcément toujours manager-manager, hein, là c'est vraiment pour être schématique, mais des procédures RH d'évaluation qui ne sont pas suffisamment ficelées, bouclées, verrouillées ou alors définies de façon claire. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois, des dérives de comportement ont pu avoir lieu là-dedans, on va pouvoir aussi, au-delà d'interroger de mettre comment dire, en opposition les personnes ou d'incriminer un certain type de comportement, pouvoir se questionner sur la validation de ce processus, les ajustements à mettre en place pour que, et vérifier si ce type de plainte ou en tout cas ce type d'opposition perdure après ces ajustements-là. On peut aussi être sur des biais situationnels à questionner. Donc, sans qualification, on peut aussi faire quelque chose malgré tout. D'autres questions? Retour d'expérience, si quelqu'un veut prendre la parole, réellement. On a un petit peu dépassé, mais ceux qui veulent rester, c'est avec plaisir. Souvent, les employeurs sont coincés, c'était noté. J'ai essayé d'ouvrir. Ah, tu veux ouvrir la parole. Tout à fait. Ah oui. Alors, c'est vrai que les comportements inadaptés, c'est un vrai sujet, et quelle que soit la situation, hein, on insiste bien là-dessus, quelle que soit la situation, on n'a pas à réagir de manière violente, hurlante, agressive ou autre, surtout si on est un manager. On est censé avoir appris à se comporter de manière bienveillante et à maîtriser, et on doit savoir quand même maîtriser ses émotions lorsqu'on est en situation de management. Donc ça pose toujours cette question du comportement et de la façon de le prévenir dans le temps. C'est-à-dire que si c'est arrivé une fois dans une organisation, ça veut dire qu'il faut peut-être se poser la question de la formation ou de l'information à la fois des collaborateurs et des managers sur des comportements adaptés au travail. Restons sur l'équipe. Ouais, si tu veux. Top. Est-ce que tu veux l'aider? Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Alors, je remonte très loin dans une question, au moins pour répondre au plus grand nombre. Sandrine nous évoquait comment un salarié peut choisir de déclencher une enquête. Il peut alerter la direction, mais si elle ne choisit pas de la diligenter, comment l'imposer sans passer par le CSE? À nouveau, je me tourne vers l'expertise de Charlotte. Si vraiment il veut l'imposer, il a quand même l'outil du CSE justement, donc c'est assez surprenant qu'il court-circuite le CSE.
il pourrait aller voir l'inspection du travail, on ne l'a pas trop évoqué, et parfois on a dans des dossiers l'inspecteur du travail qui se rajoute en interlocuteur, et là, si on n'avait initialement pas envisagé une enquête, c'est peut-être le moment de l'envisager, ou alors de trouver toutes les raisons en écrivant un courrier à l'inspecteur qui explique pourquoi on décide au cas particulier de ne pas mettre en place une enquête. Nous, dans un dossier récent, on a eu le cas d'un inspecteur du travail très insistant qui nous disait, en se basant sur la position du défenseur des droits, que l'enquête était obligatoire. Et il a fallu qu'on débatte en disant qu'on avait des éléments qui avaient, dans le contexte particulier, fait en sorte qu'on n'avait pas estimé opportun de diligenter une enquête. Et on a tenu cette position. On verra ce que ça donne s'il y a un contentieux. Mais en tout cas, on a présenté des arguments comme ça. Mais c'est l'option SCSE, hein, s'il veut vraiment l'enquête, là-dessus, il n'y a pas de choix. Donc, Ensuite, il y a le référent harcèlement aussi, et puis il y a dans des organisations la mise en place de dispositifs de veille. Donc il y a des interlocuteurs comme les ressources humaines, etc., hein, qui sont normalement désignés, mais il peut y avoir aussi des dispositifs de veille mis en place avec des interlocuteurs collaborateurs formés à recevoir la parole des salariés qui auraient des difficultés, y compris des difficultés de comportement avec des tiers, ou qui pourraient s'apparenter selon eux à du harcèlement, et qui déclenchent très en amont eh bien, une enquête, une réaction, un audit, ou simplement des entretiens, selon la situation, en tout cas une réaction adaptée. Donc là, on est sur une maturité d'entreprise qui a mis en place ses propres outils d'alerte et qui permet de réagir très très vite avant que les choses se judiciarisent réellement. Parce que c'est quand même ça l'enjeu, d'éviter une judiciarisation la plus complexe possible, enfin d'éviter qu'elle devienne complexe, je veux dire. Quel délai actuellement dans la jurisprudence pour réagir à travers l'enquête en tant qu'employeur, nous demande Géraldine. Alors, en dehors du cas de l'alerte, le délai, si on veut pouvoir sanctionner la personne, c'est dans les 2 mois. Dans les 2 mois du signalement, mais finalement, le point de départ, il est un peu glissant parce que c'est au résultat de l'enquête qu'on va pouvoir savoir s'il y avait comportement inadapté ou harcèlement et donc sanctionner. Donc, j'ai envie de dire, c'est au plus tôt, parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens d'engager une enquête 6 mois après, au titre notamment de l'obligation de sécurité, en disant vous avez pendant 6 mois rien fait, mais on n'a pas de délai impératif. Oui, c'est ce qu'évoquait Géraldine à sa propre question sur la connaissance des faits. Alors, le fait que la connaissance des faits s'appuie quand les faits sont qualifiés post-enquête, ce qui peut laisser beaucoup de temps en réalité, donc c'est assez corroborant avec ce que tu évoquais. On a une autre question. Quel repère guide d'entretien pour l'enquête, souvent demandé par les RH et les élus? Donc là, c'est plutôt des éléments méthodologiques. En termes d'outils, on a évoqué le Negative Act questionnaire par exemple. Il y a quelques outils trames d'entretien qui peuvent être utilisés avec parcimonie, parce que si on fait un webinaire, c'est que le sujet est suffisamment sérieux pour les donner à des experts. En interne, en revanche, on prendra peut-être sur la partie psychosociale les grands facteurs de risque psychosociaux. Pour la partie juridique, je pense qu'il vaut mieux laisser ça, effectivement, de toutes les façons. Et on les retravaille à chaque fois. Il faut quand même, juste pour conclure, mais effectivement, si on est amené, nous, à faire l'enquête circonstanciée, il est évident qu'on va chercher un regard juridique systématique auprès, par exemple, de Charlotte ou auprès du cabinet du client s'il en a un, parce que cette dimension est vraiment essentielle. On ne peut pas s'en départir. Le regard du juridique. Merci à tous pour merci encore. votre attention et à très vite. À bientôt. Au revoir. Au revoir.